Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un voyage neuroatypique où vous ne serez jamais jugé d'être trop ou pas assez. Tous les mardis, des réflexions et définitions pour mettre de la conscience et de la compassion sur nos surprenants systèmes personnels et relationnels. Un véritable laboratoire qui aide à comprendre et accepter notre passionnante complexité pour vivre enfin en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de consensus ou de comment créer un consensus et on va aller complètement changer de regard sur cette croyance que l'homme serait fait pour la compétition, que c'est dans notre nature, la guerre, la violence, etc. J'espère que vous faites aussi partie de ces personnes qui remettent déjà en question cette croyance parce que nous, ça nous concerne pas. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait cette vision de l'humanité qui était aussi déformée. Alors dans les médias, j'en parle même pas, mais aussi à l'école, où les cours d'histoire géo, c'était que des cours de domination, de guerre. Et aujourd'hui, ça commence à être remis en question. Le regard qu'on a sur la colonisation, est-ce que vraiment on était les gentils et les personnes qui avons gagné ces guerres? Ou au contraire, est-ce qu'on a voulu soumettre, écraser des peuples entiers avec leur culture, leurs habitudes et leurs rituels? Mais bref, ça reste quand même une lecture de guerre et de domination. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, on fasse un immense grand écart pour imaginer, en tout cas s'appuyer sur une croyance que, en fait, les gens sont des gens bien. L'humain est profondément quelqu'un de bon qui va vers la coopération, vers la résilience, l'empathie et même la compassion. Et cette théorie qui voudrait que, en fait, naturellement, les humains vont vers les autres pour se relier, pour relationner, pour faire ensemble. D'ailleurs, on le voit dans les cours de récré, on parle souvent des disputes, mais on parle pas de la capacité immense des enfants à être amis en 2 secondes avec des inconnus. Cette théorie, elle a été renforcée par la théorie polyvagale qui parle énormément de la corrégulation et qui nous prouve dans notre système nerveux, dans notre corps, à quel point on a besoin de l'autre. Donc pour moi, ça renforce cette croyance, cette théorie. Ça a été renforcé quand, en 2012, il y a le projet Aristote chez Google, où ils ont questionné, ils ont fait une étude sur la performance des équipes, et notamment sur un plan de créativité, d'innovation. Et le premier critère qui est sorti, c'est pas du tout l'intelligence ou ce qu'on pourrait imaginer en premier, c'est la sécurité psychologique. C'est le fait d'être dans une équipe bienveillante où je peux m'exprimer, je peux poser mes questions, je peux admettre que j'ai des erreurs ou que j'ai des doutes sans recevoir jugement, critique, etc. Vous voyez que j'ai envie de vous convaincre que c'est rentable et efficace et performant d'être bienveillant et dans la bonté. Vous avez aussi le travail de Brené Brown, qui a fait notamment une vidéo vraiment très connue sur le pouvoir de la vulnérabilité. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ses dernières vidéos où elle explique à quel point c'est un travail que d'être vulnérable, que d'être dans cette ouverture et cette rencontre avec l'autre, et que c'est vraiment ce qui amène à la création. Et qu'elle revient constamment sur ce travail-là quand elle est appelée notamment à travailler en entreprise. Et si je vous en parle en préambule, c'est parce que nous, êtres humains, nous sommes l'histoire que nous nous racontons. Et donc quand on commence à remettre en question ces grandes vérités, ça va nous donner accès à justement une autre forme de réalité qu'on va ressentir dans nos tripes. C'est pas juste, ça reste pas de manière cérébrale ou juste sur le plan des pensées. Dans cet épisode, j'ai fait ce que j'adore faire, des listes. Je vous ai listé 11 points, plus ou moins dans un certain ordre, bien entendu, c'est à vous de le réajuster à votre réalité, qui combinent tout ce que j'ai déployé et tout ce qui revient très souvent en séance quand on parle du besoin de collaboration, de consensus, d'être ensemble. Toujours avec le prisme de la neuroatypie. Et le premier point, c'est de s'engager. Je l'ai fait au début, j'ai essayé de vous convaincre même, parce que s'engager, ça veut dire se fatiguer. Donc j'avais envie de vous inspirer pour que vous ayez envie de le faire avec moi. C'est fatigant parce qu'on va devoir changer des choses. Et notamment, ça veut dire passer de subir la fatigue des jeux de pouvoir, de rester dans une posture, on l'a vu dans l'épisode sur les jeux de pouvoir, une posture de bonne victime, à quelque chose qui est de l'ordre de l'entraînement, et de vouloir
vouloir faire autrement, de vouloir bousculer un petit peu. Et ce premier changement, il est déjà dans ne pas lire, écouter ou même partager. Je trouve que c'est très dangereux. Alors là, je pense plus aux entreprises, mais je le vois aussi dans des groupes d'amis où il y a toujours ces gossips d'actu très noirs. Et vous avez vu, hein, je parle d'actualité et pas d'information, parce que pour moi, c'est de l'information qui est biaisée et qui est là pour nous manipuler. Et cet engagement, il est important parce que ça va changer mes discussions, vous l'avez bien compris, et ça va surtout avoir un impact immense sur mon niveau de sécurité, ma perception de sécurité avec les autres, et ça va aussi changer mon regard sur le monde. Et c'est le deuxième point, s'inspirer. J'ai déjà commencé à le faire avec des ressources au début, et j'avais envie de vous raconter une histoire que j'adore, qui je trouve a tellement bien défini notre regard sur le monde entre notamment les hommes et les femmes, et qui est en fait un immense mensonge, et qu'on a découvert très récemment de manière scientifique. Un des exemples qu'on prend souvent pour dire que c'est important d'être le plus rapide, le plus fort, c'est l'exemple du spermatozoïde qui va venir féconder l'ovule. Heureusement, des scientifiques suédois et britanniques ont prouvé que c'était justement pas la course au plus fort et que c'était l'inverse. C'est l'ovule qui va choisir le spermatozoïde qu'elle préfère. Alors bien sûr, ça se fait sur un plan cellulaire, c'est vraiment des molécules chimio-attractantes, j'adore, et c'est une histoire de rencontre et donc de compatibilité. Je trouve cet exemple fabuleux parce qu'il vient démontrer à quel point les histoires qu'on se raconte vont jusqu'à structurer nos comportements. Donc s'inspirer, avoir des exemples, des références, c'est important quand on a décidé de s'engager dans cette voie de la collaboration et du consensus. Le troisième point, c'est perturber. Vous vous doutez bien que quand j'arrive avec mon histoire de spermatozoïde et d'ovule, je perturbe tout le monde. Tout comme Bergam, qui est allé récolter des informations et qui a complètement débunké plein d'histoires et même de certaines études scientifiques qui sont encore des référentiels pour justifier la compétition et la violence comme unique réponse. Et en tant que neuroatypique, ça va nous demander de travailler et de muscler notre capacité à identifier les indices. Vous voyez les rumeurs, les changements de ton, les gestes, voilà, tout ce qui est promesses non tenues, tout ce qui est la preuve qu'il y a un jeu de pouvoir qui est déjà en train de se lancer, qu'il y a déjà de la manipulation qui est là. C'est en travaillant sur ces mini-signes qu'on va pouvoir commencer à repérer, qu'on va arriver au quatrième point, qui est arrêter de douter. Parce que souvent, on le sent avant tout le monde. Mais par contre, on va le dire après tout le monde. On avait déjà compris que c'était pas très logique comme comportement ou qu'il y avait une injustice qui était en train de s'installer. Et c'est même désagréable pour nous. Et pour ça, je vous propose de prendre du temps, idéalement en nous faisant le plus confiance possible et sans trop culpabiliser. Et pour ça, je trouve que le journaling est passé en mode méta, c'est-à-dire d'analyse du système. C'est la meilleure manière d'arriver rapidement à conforter et réunir en fait tous les indices qui étaient un peu perdus comme ça et d'en faire quelque chose de beaucoup plus tangible. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer au cinquième point, qui est de nommer et de questionner. Et donc dans questionner, il y a écouter. Parce que le pourquoi, il tue. Dans le monde neurotypique, quand on demande pourquoi, très 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 souvent, il y a une recherche de culpabilité, une recherche de manipulation, il y a quelque chose qui est pas du tout direct. Et vu que nous, le pourquoi, quand on le pose, il est beaucoup plus simple et presque un peu naïf. On a vraiment envie de savoir, en fait, quel est ton système, quel est ton process, pourquoi tu fonctionnes comme ça. Tiens, c'est marrant, c'est différent du mien. Ça m'intéresse. Donc ce qu'on va devoir muscler à cet endroit-là, ça va être notre assertivité, ça va être notre capacité à affirmer de manière ferme, vraiment ce qu'on veut, poser les questions, et tant qu'on n'a pas de réponse, continuer à être têtu, tenace, et y revenir encore et encore. Ça va pas être évident si vous êtes une femme, parce que on le sait, ce qui est considéré comme un trait de caractère et d'affirmation peut être perçu comme une forme d'agressivité. Il n'empêche que c'est un point hyper important. Et à nouveau, revenez au point 1, c'est important de s'engager parce que rappelez-vous que de toute façon, c'est ultra fatigant de rester dans des jeux de pouvoir et de manipulation qui sont hyper destructeurs pour nous et qui nous blessent très très fortement. Une fois qu'on a nommé et questionné, on va avoir des réponses. Enfin, en tout cas, je vous souhaite qu'il y ait des réponses. Et c'est là où on passe au point numéro 6, c'est identifier
et structuré, ou résumé si vous voulez. Là, la difficulté qu'on va avoir, c'est de ne pas être dans le c'est mal ou c'est pas normal. En tout cas, l'idéal est d'éviter une forme de rigidité, et si c'est trop difficile parce que ça vient toucher à des endroits où on peut pas faire autrement, faites avec les autres. Essayez de trouver d'autres personnes neuroatypiques ou très ouvertes qui ont envie de sortir de ce jeu de compétition et cette violence pour aller vers de la clarté. L'idéal, c'est d'utiliser des supports écrits et d'arriver à assumer, encore une fois, cette difficulté d'assertivité, d'assumer de faire différemment. Moi j'adore les post-it, bien sûr il y a plein de systèmes, mais une fois que c'est écrit, une fois qu'à nouveau on a ramené dans le concret, dans le réel, on va avoir cette clarté, et si c'est toujours pas assez clair, faut pas hésiter à demander des reformulations, à nouveau, et comme ça on l'écrit, ou la personne l'écrit directement. Et vous voyez, on sort du flou, on sort des jeux de « Ah mais t'avais pas compris », etc. Je sais que ça va vous rappeler, hélas, des mauvais souvenirs. Et on arrive au 7e point, pas d'excuses sans changement. Alors ça, c'est presque le point de bascule. Quand on a nommé, identifié, qu'on a accepté de perturber le système, et qu'on veut s'engager dans cette cohésion consensus, il y a des personnes qui vont trouver l'excuse de dire « Ah ok, désolé, oh là là, ouais, je le referai pas ». Et attention à ça, parce qu'une excuse sans changement, c'est de la manipulation. Et c'est important de le voir chez tout le monde, chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Oui, du coup, je vous le rappelle dans cet épisode, la manipulation n'est pas forcément méchante. C'est vouloir faire que l'autre fasse ce que je veux qu'il fasse, sans lui demander directement, de manière claire, en passant par derrière et par des stratégies. Donc si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est en mode excuse sans solution, gros warning, on arrête tout. Et d'ailleurs, c'est le 8e point, faire des pauses. Parce que vous le savez, tout est hyper intense pour vous. Donc quand on est dans ces jeux relationnels hyper tendus, on a besoin de pauses, mais physiques, c'est-à-dire de sortir de la pièce, mais aussi dans l'agenda temporel. Remettez la réunion à demain, prenez 2 heures, choisissez les moments de la journée où, si vous pouvez, où vous êtes le plus efficace. Je conseille aussi de changer d'environnement de temps en temps, aller se balader, changer de cadre, ça aide, d'arrêter de se regarder en face, de regarder quelque chose en commun, de marcher, de dessiner. Sortez du bras de fer en fait, sortez de cette posture où je suis face à l'autre, et parce que je sens déjà que je suis dans une énergie qui est tendue, alors que quand on est côte à côte, on regarde quand même dans la même direction. Et souvent, c'est moins douloureux. On a besoin de pauses pour justement intégrer, réfléchir, aller se renseigner, trouver d'autres informations et surtout ne pas faire de crise. Et on en arrive au 9e point qui est de faire des demandes claires en commençant par je. Vous le savez, le tu, si vous mettez vos doigts en petit pistolet, quand on dit tu à quelqu'un, on est vraiment dans une forme d'agressivité et en plus on va pas du tout être dans la co-création puisque on est tourné sur soi et sur à nouveau le besoin de faire que le monde ressemble à ce que je veux et pas du tout dans la prise en compte, dans l'assertivité des besoins de l'autre, de mes besoins, etc. Là, ce qui va être important pour nous, en tant que neuroatypiques, ça va être d'arriver à dépasser la culpabilité d'être trop ou pas assez. Parce que je sais que dans vos besoins, notamment peut-être de faire des pauses, de poser des choses à plat, tout ce qu'on a vu avant, c'est déjà très différent de la majorité des personnes et de leur fonctionnement. Est-ce que j'ai besoin de rappeler qu'on est quand même dans une société où c'est la dernière personne qui a parlé qui a raison, ou la personne qui parle le plus fort qui l'emporte. Encore une fois, on le voit trop souvent dans les joutes verbales politiques. J'ai pas d'autres termes. Et c'est vrai que quand on est dans cette partie de demande, il y a un épisode spécifique, demande, besoin, limite et standard. Je vous invite à aller écouter. C'est l'endroit où il y a une cristallisation qui revient, il y a une tension qui revient, parce que à nouveau, on se demande est-ce que vraiment tout le monde va sortir avec quelque chose qui est bon pour lui, ou est-ce qu'on va à nouveau être dans ce jeu de il y a quelqu'un qui en sort un petit peu gagnant et quelqu'un un perdant. Donc, n'hésitez pas à créer et à vous soutenir avec des phrases, ce que j'appelle béquilles. Les phrases béquilles, c'est des phrases un petit peu toutes faites qu'on connaît déjà, qui vont nous permettre de maintenir nos limites, de maintenir les endroits de confort pour, encore une fois, ne pas tomber dans un état de crise qui nous mettrait des heures, voire des jours à nous en remettre. Et puis hélas, ça suffit pas, parce que on
on l'avait vu dans l'épisode sur les jeux de pouvoir, de temps en temps, il n'y a pas de responsabilité en face, il n'y a que des exigences, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de partage. Bref, on est un peu la seule personne à vraiment vouloir plonger dans le consensus, et c'est à ce moment-là qu'on arrive au 10e point. Parfois, on va être obligé de demander à une personne, qui peut être une médiatrice, ou simplement quelqu'un qui va nous accompagner pour justement questionner, renommer, structurer, identifier, etc. Faire le bilan des demandes, alors cachées, ou en tout cas les rendre les plus visibles possibles. Et j'en profite pour vous dire qu'à cet endroit-là, moi, c'est ce que je préfère dans la médiation, c'est quand les deux parties se rendent compte que dans le conflit, derrière toute cette violence et ces jeux de pouvoir, il y avait en fait le même besoin. Par contre, les stratégies étaient complètement opposées, et tellement opposées que ça en devient insupportable pour notre système, parce que c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'allergie, vous voyez, on le rejette absolument. Mais il y a un endroit où en fait on est pareil, où on est dans notre humanité au même endroit, avec presque le même besoin. Et ça, je trouve ça passionnant, et ça apaise en général énormément, et c'est très permetteur, parce qu'on va réussir à recréer un langage commun autour de ce besoin, et puis on va aller regarder après les personnalités, les stratégies, et on va rechercher à créer une complémentarité, en tout cas la plus grande possible. C'est cet endroit où on va pouvoir retrouver la créativité. C'est là où on va être générateur d'idées, de solutions, parce qu'on a pris en compte tous les éléments. Et c'est pour ça que j'adore la systémie, c'est pour ça que j'adore les constellations familiales, parce qu'on n'oublie rien et il n'y a pas de poubelle, on rejette pas quelque chose. Tout n'est peut-être pas pris à 100%, mais on prend en compte tout le monde, vraiment. Donc vous voyez, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un 11e point, c'est le besoin de renforcer. Pour que cette roue, elle tourne, pour que ce cycle à l'intérieur de nous, il devienne presque comme une seconde nature, quand quelqu'un vient nous forcer à nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix que la compétition et la violence, non, on va repartir sur notre boucle. Pour pouvoir y arriver, il va falloir qu'on le vive un peu au quotidien. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai trouvée et qui fonctionne bien. Quand on arrive à s'endormir le soir et qu'on se dit concrètement dans ma journée, j'ai vécu l'entraide, j'ai vécu la solidarité, j'ai vu les sourires parce que oui, j'ai aidé quelqu'un, dans la rue ou peu importe, ça va nous donner des preuves que oui, la gentillesse amène la gentillesse, la bienveillance amène la bienveillance, et que on est capable de faire du gagnant-gagnant, que le pouvoir du sourire, il est réel. Donc ça va nous demander des entraînements, parce que ça va nous demander de faire des choses même sans comprendre les codes sociaux, et ça va nous demander d'avoir presque une force d'engagement, et on revient sur le point numéro 1, vous voyez, de qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde, et du coup, qu'est-ce que moi je porte concrètement, aujourd'hui, tous les jours, prouver que l'humain est bon, en tout cas, les jours où j'en ai les moyens, où j'ai l'énergie, et où ça me semble être possible. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à envoyer cet épisode à toutes les personnes autour de vous pour qui c'est tellement important d'être dans la collaboration, de faire ensemble, et qui ont cette croyance fondatrice que l'humain est bon. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez d'autres inspirations. Je suis toujours à la recherche de plein de bons exemples pour les jours où c'est un peu plus dur d'y croire. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.